Bonjour. Causerie numéro 9. Le combat des chefs. Causerie inspirée par le livre de l'auteur Armand Martel. Prélude. Selon les lois de la nature, tout ce qui est matériel, une pierre, une fleur, un animal, un humain, est en soi passif, inerte, impuissant. De même, ce qui est immatériel, une intention, une pensée, une impulsion, une incitation, une attraction, un plaisir, demeure également inactif en soi. Conséquemment, tout mouvement requiert l'existence active des deux éléments. L'élément matériel, l'exécuteur qui répond à un besoin, et l'élément immatériel, la source d'action, le moyen par lequel la finalité se réalise. Bref, disons que le but ne peut être atteint sans le moyen, et le moyen sans but demeure inactif. Deuxièmement, l'activité pour réaliser un but cesse dès que le but a été accompli, tandis que l'activité du moyen demeure toujours active tant que le but n'a pas été accompli. 3. Les besoins de vie sont créés par la nature. Cependant, par les pouvoirs de ses habiletés intelligentes et par son libre arbitre, le primé peut créer de faux besoins. Ces faux besoins sont donc des créations exclusives au primé. Ces vérités aideront à mieux comprendre la présente causerie. Le comportement du primain. Pour survivre, le primain, primate et humain, doit répondre à 3 besoins vitaux: manger, se protéger et procréer. Les 2 premiers besoins, manger et se protéger, impliquent directement la survie de l'individu, alors que le 3e besoin, celui de procréer, compromet exclusivement la survie de l'espèce. Aujourd'hui, nous parlerons des 2 premiers besoins, à savoir manger et se protéger. Vu la subtilité et la complexité du 3e besoin, procréer, il en sera question lors de la prochaine causerie. L'alimentation. Lorsque le besoin de manger se fait sentir, le primé, matériel et impuissant par nature, subit les influences immatérielles de ces 2 sources d'inspiration, sa raison et son instinct. Sa raison lui dit « Il faut manger pour vivre ». Son instinct réplique « Manger est un plaisir de la vie ». Alors le primé pense, réfléchit, compare, formule une opinion et prend une décision. S'il choisit l'influence de sa raison, il faut manger pour vivre. Il cherche sa nourriture et se nourrit. Une fois rassasié, le signal du besoin de manger, soit la faim, disparaît. Alors, il cesse de manger. Pour répondre à l'influence de son instinct, manger est un plaisir de la vie. Le primé doit créer un faux besoin, un faux appétit. Quelle que soit sa source d'influence, dès qu'il y a sentiment de besoin de manger, il cherche, trouve, mange et se rassasie. Comme il a créé comme but le plaisir de manger, et le plaisir de manger est un moyen, le faux besoin, inassouvi, l'incite à continuer à manger. C'est que le plaisir est subordonné au but, et tant que le but n'a pas été atteint, le moyen ne peut cesser de s'activer. Ce faux appétit étant une création exclusivement humaine, il incombe au créateur du besoin, lui et lui seul, la responsabilité de contrôler ce faux besoin. Puisque c'est lui qui a créé le besoin, voudra-t-il maintenant le gérer, le contrôler, l'arrêter? Enclin à l'écoute de son instinct, assujetti au plaisir, aura-t-il la volonté d'y mettre fin?
Il continue donc de manger, tant que son métabolisme peut ingérer. Finalement, il n'en peut plus. C'est alors qu'il ressent les effets dévastateurs de cette surabondance de consommation. Il se sent mal à l'aise, ballonné. Il lui est impossible d'éliminer. Il a mal au ventre, à la tête. Il se sent lourd, fatigué, faible. Avec le temps, d'autres symptômes, d'autres pathologies apparaissent. Le diabète, l'obésité, la boulimie, la maladie cardiovasculaire, la cirrhose et beaucoup d'autres. Parmi les faux besoins, on retrouve également la consommation de stupéfiants, l'alcool, le tabac, les drogues toxicomaniaques, etc. Un adage dit « La nature ne pardonne pas ce que l'on fait sans elle ». Ça reste à réfléchir. La protection. Le primain, animal par nature, est possessif et dominateur. Face à une agression, sa raison le guide et le conseille de se défendre ou fuir. Une fois l'agression passée, sa raison lui dictera de revenir à sa vie normale. À l'absence d'agression, son instinct lui rappelle qu'il est aussi animal, qu'il possède un caractère possessif et dominateur. Alors, pour jouir de la passion de posséder et de dominer, le primain crie un faux besoin de se défendre. Ainsi, si quelqu'un pose un geste ou dit une parole qu'il ne peut pas accomplir ou dire lui-même, il interprétera ce qu'il voit ou entend comme une agression et se convaincra que son vis-à-vis veut lui démontrer sa supériorité. Or, pense-t-il, si l'autre lui montre sa supériorité, c'est que lui-même est inférieur. Et voilà que son ego se sent agressé dans son sentiment dominateur. Convaincu par surestimation de lui-même, son caractère possessif et dominateur le rend agressif. Il se dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors il attaque sans autre raison que ses illusions. Certaines personnes se convaincront que des terres et territoires d'autrui devraient lui appartenir. Alors ils voudront les reprendre par la force, la violence, d'où les guerres. D'autres trouvent un maléfique plaisir à imposer sa volonté sur ceux qui l'entourent. Alors ils créeront des conflits pour assouvir leur soif de domination. Cette agressivité lui vient de son caractère possesseur et dominateur, irrité de l'instinct animal. Elle demeure sous le contrôle de celui qui l'a créée, qui ne veut pas ou ne peut pas l'arrêter. Alors, ses activités d'agression se continuent, tant qu'il n'aura pas la certitude que son ego soit redevenu supérieur. Dans le quotidien, il arrive souvent que ces activités se transforment en habitudes déraisonnables, telles que le harcèlement, l'esclavage, la haine, le despotisme, la vengeance, le vandalisme. On peut ici ajouter cette frénésie de rechercher par tous les moyens à posséder toujours plus de richesses, même parfois au détriment des autres. Ces habitudes font aussi partie de l'héritage possessif de l'instinct animal. Conclusion. L'homme moderne vit une période de transgénération ou période charnière. De primate qu'il était hier, il évolue pour que demain, qu'il soit reconnu un humain. Son évolution physique a toujours devancé sa maturité psychique. Par sa généalogie, le primain est passé de minéral à végétal, de végétal à animal. Il vit maintenant sa dernière étape de primate à l'humain. Ainsi, en ce second millénaire, alors qu'il est au tout début de l'étape du primate à l'humain, le primain présente un ratio de vie de 90-10, soit 90% comme primate et 10% comme humain. D'où ce combat des chefs, alors que le primain se voit constamment harcelé
est contraint de choisir entre la permanence de son instinct et la nouveauté de sa raison. Sa maturité psychique retarde sur sa maturité physique. Ainsi, au point de vue de l'évolution, sa maturité psychique, le primé vit encore son enfance. Sur l'échelle d'une vie humaine, c'est à peine s'il compte le nombre de doigts de sa main. Pour faciliter cette transgénération, la connaissance de soi sera le guide fiable et la monture assurée, indispensable pour arriver au bon port. Socrate dira, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Sa transgénération se continue, lentement mais sûrement. Merci, Armand.